Bonjour à tous. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Jean-Laurent Bargiarelli, qui est avocat fiscaliste chez EY et spécialiste de Pilier 2, et Annelise Blandin, que vous connaissez tous, puisqu'elle est associée chez EY, mais également membre du conseil d'administration de d'IMA. Avant de leur céder la parole, je voulais revenir sur les prochaines conférences. Écoutez, cette conférence d'aujourd'hui va nous clôturer le premier semestre et nous redémarrons au mois de septembre avec déjà beaucoup d'idées de conférences. Pour l'instant, les dates ne sont pas encore définitivement fixées, mais n'hésitez pas à consulter le site internet parce qu'elles vont l'être dans les jours à venir. Nous allons démarrer en tout cas avec une conférence sur la taxonomie verte début septembre. Nous parlerons ensuite d'IFRS 18, même si on a encore un peu de temps pour la mettre en œuvre. Émilie Blanc nous l'a dit lors de la dernière conférence, il faut commencer à réfléchir véritablement aux impacts d'IFRS 18 sur les comptes. Donc nous en parlerons mi-septembre. Et puis nous parlerons également au mois de septembre de normes de durabilité pour les PME et des incidences des réglementations omnibus. Nous parlerons aussi de l'indicateur climat de la Banque de France à cette occasion. Et puis nous démarrerons le mois d'octobre avec la réglementation Listing Act dont nous avions déjà parlé l'année dernière sur les opérations de marché. Il est aussi important de faire un point sur ces réglementations. Donc vous voyez un programme dès le mois de septembre qui sera très riche. Encore une fois, n'hésitez pas à visiter notre site internet. Je vous rappelle également qu'au mois d'octobre se tiendra notre colloque sur la connectivité entre état de durabilité et état financier. Ce sera le 9 octobre, mais je vous en reparlerai bien évidemment avant cette date. Alors aujourd'hui, un grand merci Jean-Laurent et Annelise de nous avoir préparé un support très complet sur Pilier 2. On en a beaucoup parlé l'année dernière. Ça y est, on a maintenant une première vision de ce que ça peut donner en réalité. Vous allez nous parler de politique publique, et un grand merci à ça. Des réactions des États-Unis, je crois qu'il y a beaucoup à dire, comme toujours. Des réactions de l'Union européenne peut-être en réaction. Et puis, le cœur du sujet, c'est tout de même l'impact sur les transactions. Je vous cède la parole. Vous savez, vous pouvez poser vos questions sur le fil Q&A, questions-réponses, Q&R pour ceux qui ont la version française. Et nous y répondrons comme toujours en fin de conférence. Bonne conférence à tous et un grand merci à Annelise et Jean-Laurent. Merci beaucoup Sonia. Bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler de l'impôt minimum mondial pilier 2 et de son impact dans les transactions. Mais d'abord, on va faire un petit détour, effectivement, sur les politiques publiques, les finances publiques et où en est le projet pilier 2 et quel est son avenir véritablement. Donc aujourd'hui, donc, pilier 2, donc, qui est issu de règles modèles qui ont été publiées à la fin de l'année 2021. Il est en vigueur dans plus de 50 pays et il est projeté pour s'appliquer dans d'autres pays. Donc vous voyez que là, vous avez en gros l'Union européenne, le Japon, la Corée, le Canada, plus quelques autres pays. Alors, ce n'est pas entièrement uniforme sur le type de règles qui ont été adoptées, hein. Par exemple, le Royaume-Uni a bien adopté les règles pilier 2, mais il n'a pas appliqué la règle des profits insuffisamment imposés, ou Under Tax Profit Rule, dont on reparlera, parce que c'est notamment ce qui pose problème avec les États-Unis. Mais grosso modo, on a une adoption qui est très large, qui est cohérente avec le côté très consensuel dont le projet a été mené, puisque les pays du cadre inclusif de BEPS, c'était quand même 140 pays qui se sont mis d'accord sur ces règles. Alors, il n'y a pas 140 pays qui l'ont adopté, mais il y a quand même un très grand nombre de pays qui l'ont adopté. Donc là, comme ça, quand on voit ce tableau, on a quand même l'impression que Pilier 2 est quelque chose de très consensuel sur lequel l'ensemble des pays sont d'accord pour le mettre en œuvre. Maintenant, là où ça pose problème, bien sûr pas que là-dessus, mais également là-dessus, ce sont les États-Unis avec le second mandat de Donald Trump. Et en fait, dès l'investiture, par décret présidentiel, les fameux executive orders, le président Trump a pris position sur pilier 2. Il a pris position
Déjà, pour informer l'OCDE et l'ensemble du monde que tous les engagements pris par l'administration Biden sur pilier 2 n'ont aucune force ni effet aux États-Unis sans un acte du Congrès, sans une loi votée par le Congrès américain. Et il a demandé à son administration d'enquêter et de fournir un rapport sur les pays qui ne respectent pas les conventions fiscales américaines ou qui ont des règles qui sont extraterritoriales ou, on va dire, discriminatoires envers les entreprises américaines. Après, c'est un rapport qui lui a été remis depuis en mars, mais dans les mesures discriminatoires extraterritoriales, il vise notamment pilier 2 et en particulier la règle des profits insuffisamment imposés. Là, je vais faire un petit détour pour rappeler la règle des profits insuffisamment imposés. Je ne vais pas faire de slide. Je vais essayer d'expliquer ça très simplement. Pilier 2, c'est un impôt minimum mondial où on doit payer un taux effectif d'impôt minimum de 15% par juridiction, 15% dans chaque pays dans lequel un groupe multinational qui fait plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires conso est implanté. Évidemment, ça s'applique aux groupes qui sont, dont l'entité mère ultime est établie dans un pays qui applique les règles pilier 2, donc les pays dont on a vu la liste avant. Mais la spécificité de pilier 2, c'est qu'il y a une règle coercitive qui est à l'intérieur, qui fait que si jamais on a un groupe multinational qui est dans le champ, qui a une entité quelque part qui est dans un État, donc ça peut être une filiale, hein, ça peut même être une très petite filiale, qui est dans un État qui applique la règle pilier 2 des profits insuffisamment imposés, eh bien, l'État de cette filiale va se donner le droit d'imposer l'intégralité du groupe à pilier 2, y compris dans des pays qui n'ont rien à voir avec elle. Si je prends un exemple, sur un groupe multinational américain qui dépasserait les seuils, si ce groupe a une filiale en France, eh bien, la France a le droit de taxer une filiale aux Bermudes, même si cette filiale aux Bermudes est une société sœur ou cousine de la société française et que son activité n'a rien à voir avec la société française. Donc c'est cette règle-là qui est vue par les États-Unis comme extraterritoriale. Évidemment, cette règle, c'est pas une surprise pour les États-Unis. Si la première phrase, c'est de rappeler que les engagements pris par l'administration précédente n'ont aucune force ni effet aux États-Unis, c'est bien parce que l'administration Biden était pleinement engagée dans le projet Pilier 2 et que les règles Pilier 2 ont largement été inspirées par les États-Unis et par l'administration Biden et l'ARS. On arrive donc à quelque chose de plus contemporain. On a la loi de finances américaine, le One Big Beautiful Bill Act, qui a été adopté par la Chambre des représentants, qui est maintenant en discussion devant le Sénat. Et dans cette loi figure une section 899 qui vient, on va dire, surtaxer soit des sociétés, soit des filiales de groupes qui sont établies dans des pays qui appliquent des impôts dits injustes. Donc il y a une définition des impôts injustes, et dans les impôts injustes, on a notamment la règle sur les bénéfices insuffisamment imposés, sur les profits insuffisamment imposés, la RP2I. On a aussi la DST, on a aussi les Diverted Profit Tax. En France, on a déjà la RP2I et la taxe sur les services numériques. Donc, on est pleinement dans le champ de ce projet. Et donc, que se passe-t-il dans le cadre de ce projet de loi si jamais on a un État qui applique cet impôt injuste qu'est la règle sur les profits insuffisamment imposés? Eh bien, le Congrès se réserve le droit d'augmenter les taux d'imposition pour les sociétés étrangères, donc ce sont les taux sur les retenues à source. Donc, le taux sur les retenues à source, il est fixé par le traité, enfin, il est fixé par la loi américaine à 30%, mais il est généralement réduit par le traité. Eh bien, dans le cadre de cette section 899, si évidemment les impôts injustes ne sont pas retirés, eh bien, la pression augmenterait avec une augmentation de ces retenues à source de 5% par an depuis le taux du traité. Donc, si jamais on est, par exemple, à un taux de 5%, eh bien, le taux passerait de 5 à 10 la première année, de 10 à 15 la deuxième année, jusqu'à un maximum de 20% d'augmentation des taux. Donc ça, c'est la première conséquence, c'est qu'on va faire fi des traités internationaux qui ont été appliqués pour augmenter les taux d'imposition et donc augmenter la pression sur les pays étrangers. Donc on peut imaginer, par exemple, des dividendes
distribués des États-Unis en France, pas de retenue à source ou une retenue à source de 5%, eh bien, d'ici 4 ans, 20% de plus, donc soit 20%, soit 25% de retenue à source. La deuxième règle qui est mise en place par ce projet de section 899, c'est une modification des règles de la Base Erosion and Anti-Abuse Tax, la BEAT. Et pour les sociétés américaines, donc ça c'est un impôt américain, c'est un impôt minimum alternatif qui forme un calcul qui repart du calcul de l'impôt de l'IS standard, mais en réintégrant certains profits, certaines charges intragroupes qui sont qualifiées de base erosion payments, donc des paiements qui visent à éroder la base taxable. Et sur cette nouvelle base taxable réintégrée, on va appliquer un taux différent, qui est normalement de 10%, hein, sachant que l'impôt fédéral américain est de 21%. Donc au lieu d'appliquer le taux de 10, au lieu d'appliquer le taux de 21, on va appliquer le taux de 10. Si jamais la base réintégrée multipliée par le taux de 10% arrive à un montant d'impôt supérieur au montant de l'IS, eh bien c'est le montant de la base origin tax qu'il faut acquitter, ce qui peut engendrer un impôt additionnel par rapport à l'IS standard. Eh bien, pour les filiales qui sont détenues à plus de 50% par des groupes multinationaux établis dans des pays où l'impôt est injuste, comme Pictet 2, du coup, eh bien, on aurait un statut spécifique de contribuable applicable, applicable taxpayer, où le taux ne serait plus de 10%, mais de 12,5%, déjà une première sanction, et qui élimine un certain nombre de règles favorables, comme le fait qu'on ne peut pas être en base erosion payment si on a été soumis à une retenue à source. Donc ça sauterait. On a certains services à faible valeur ajoutée qui sont appelés les service cost method ou méthode du coût des services, pour lesquels la base de coût n'est pas réintégrée, eh bien cette exception sauterait également. Et on a des montants qui sont immobilisés qui aujourd'hui échappent à la réintégration dans le cadre de la base erosion tax. Eh bien demain, ce ne serait plus le cas. Et donc, du coup, cette règle, elle pourrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2026. C'est un peu plus compliqué que ça, puisque forcément, il y a un process par le Congrès pour qualifier les impôts injustes, mais au plus tôt, ça serait le 1er janvier 2026. Et on voit bien que le but, c'est de mettre la pression sur les États qui appliquent pilier 2 dans le but de négocier quelque chose pour les États-Unis. Donc, on retrouve un peu la méthode de Donald Trump de vouloir toujours négocier quelque chose et donc mettre la pression. On l'a vu avec les droits de douane. Bon, là, c'est le cas avec la fiscalité directe. Pour l'instant, c'est un projet de loi. Une fois que le projet de loi est adopté, ce n'est pas non plus mécanique. Il faut encore que le Congrès qualifie d'impôt injuste. Mais on voit bien que c'est le chemin que cela prend. Donc, du coup, que recherchent les États-Unis? Quelle est la position des États-Unis sur pilier 2? En fait, la position des États-Unis, c'est de dire pilier 2, c'est très bien. C'est une très bonne idée de vouloir éviter l'érosion de la base taxable et le transfert de bénéfices à l'étranger. Et d'ailleurs, lors de la première réforme fiscale Trump, le Tax Cuts and Jobs Act, il y avait un mécanisme qui était déjà prévu, qui s'appelle le Global Intangible Low Tax Income, ou GILTI, qui a déjà pour vocation d'imposer quelque part un impôt minimum en faisant en sorte que les profits insuffisamment taxés à l'étranger soient taxés aux États-Unis. Et donc, ce que veulent les États-Unis, c'est que le système GILTI coexiste avec pilier 2, et donc que les États-Unis appliquent GILTI, et que le reste du monde applique pilier 2, et comme ça, quelque part, tout le monde est content, et il n'y a pas de problème spécifique, on n'a pas de contention entre États, on a un respect de la souveraineté fiscale des États-Unis. Et donc, pour arriver à cette coexistence, il faut que les profits réalisés aux États-Unis ne soient pas soumis à la règle des profits insuffisamment imposés, ce qu'ils avaient obtenu de manière transitoire via une clause de sauvegarde et qui s'appliquait uniquement en 2024, donc là en 2025, qui s'appliquait uniquement en 2025, pardon. Donc à partir de 2026, ce n'était plus le cas. Mais ils veulent également que les profits réalisés par les multinationales américaines hors des États-Unis, dans des filiales non américaines, ne soient pas non plus soumis à la règle des profits insuffisamment imposés, donc l'UTPR en anglais, ou même à l'Income Inclusion Rule, si jamais
les entités. Donc, l'Income Inclusion Rule, c'est la règle de base de pilier 2. Ce qui peut être le cas si jamais, dans la structure des multinationales américaines, il y a des holdings intermédiaires qui sont établis dans des pays qui appliquent pilier 2. Donc, en gros, ils ne veulent pas du tout de pilier 2. Et ils veulent pouvoir choisir leur propre réglementation, ils veulent qu'on respecte leur souveraineté fiscale, et ils veulent par ailleurs que il y a un travail qui continue sur un meilleur traitement des mécanismes incitatifs dans le cadre, enfin, chez les pays à taux fort, dans le cadre de pilier 2, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans un pays à taux fort, avec pilier 2, on peut se retrouver avec un impôt complémentaire, et ça, ils aimeraient assouplir cette règle-là. Donc ça, c'est leur position de négociation, c'est là où ils veulent aboutir. Donc, qu'en pense l'Europe, qu'en pense le cadre inclusif de BEPS, qui est l'organisation qui a légiféré quelque part en matière de pilier 2? Donc, il y a eu une réunion en avril. Euh, donc, il y a quelque part, il n'y a pas eu de clash avec les représentants des États-Unis. Donc, forcément, dans le cadre inclusif, il y a les États-Unis. Donc, il y a un communiqué commun qui en est ressorti. Bon, le wording est assez politique et, on va dire, pas très concret. Mais en gros, ce qu'on comprend, c'est que euh, le travail continue, il n'y a pas d'arrêt du projet, on poursuit les travaux et on voit les solutions qui peuvent être négociées. Voilà. Qu'en pense l'Union européenne et l'OCDE? Euh, Comment aborde-t-il cette position des États-Unis? Donc, déjà, au niveau de l'OCDE, il y a un groupe de travail qui étudie les possibilités pour voilà, sortir de la crise, entre guillemets. Maintenant, euh, il y a quand même des réticences à la position de négociation des États-Unis de vouloir traiter GILTI, donc le mécanisme américain, comme équivalent aux règles pilier 2, hein, qui ont été aussi négociées avec les États-Unis. C'est que GILTI n'est pas vraiment structuré de la même manière. GILTI, c'est un mécanisme qui s'applique au niveau mondial, c'est-à-dire que on fait masse de l'ensemble des profits des filiales non américaines des groupes américains et on regarde si le tout est taxé à au moins 13,125% pratique. Et si ce n'est pas le cas, on a un impôt complémentaire qui s'applique. Alors qu'on l'a vu, pilier 2, c'est un impôt qui s'applique pays par pays et le seuil n'est pas à 13%, il est à 15%. Donc ce n'est pas exactement équivalent, ça se ressemble par certains aspects, mais pilier 2 va plus loin. Une autre réticence, c'est que si jamais il fallait changer pilier 2, au sein de l'Union européenne, c'est une directive européenne qui a mis en place pilier 2. Et nécessairement, ça a été des négociations compliquées avec les 27. Et c'est la règle de l'unanimité. Et donc, il faudrait la règle de l'unanimité pour modifier la directive pilier 2. Et c'est donc assez compliqué de sortir de pilier 2 ou d'aménager pilier 2. Donc, quelles sont les options qui sont explorées par les membres de l'Union européenne? Il y a l'idée d'une pérennisation de la clause de sauvegarde sur les profits insuffisamment imposés. Malheureusement, les États-Unis n'en sont plus là, hein. On l'a vu, ce qu'on disait, c'est que effectivement, les États-Unis, ils veulent bien que les profits réalisés aux US ne soient pas soumis à la règle relative aux profits insuffisamment imposés, mais ils veulent aussi que les profits réalisés hors des États-Unis par les multinationales américaines ne soient pas non plus soumis à pilier 2. Or ça, la clause de sauvegarde UTPR, la clause de sauvegarde sur la règle des profits insuffisamment imposés, elle ne permet pas ça. Pour permettre ça, il faudrait supprimer la règle sur les profits insuffisamment imposés, il faudrait supprimer l'UTPR intégralement. Donc ça pose un autre problème de supprimer l'UTPR, c'est-à-dire que dans un monde où les États-Unis n'auraient pas l'UTPR et l'Union européenne aurait pilier 2, eh bien, quelque part, on a un problème de concurrence fiscale puisque on n'évoluerait pas, les multinationales américaines et les multinationales européennes n'évolueraient pas dans des mêmes paramètres, dans un même paradigme en matière de fiscalité, avec un désavantage concurrentiel pour les multinationales européennes. Il y a d'autres règles techniques qui sont envisagées par l'Union européenne.
la pérennisation de la règle transitoire d'allocation de l'impôt GILTI qui est très technique, mais encore une fois, qui est une mesurette par rapport à ce que réclament les États-Unis. Euh, Il y a un peu de wishful thinking qui est de suggérer aux États-Unis des modifications à GILTI pour aligner GILTI sur pilier 2, ce que les États-Unis n'ont absolument pas l'intention de faire, qui n'est absolument pas inclus dans leur One Big Beautiful Bill, qui est en discussion aujourd'hui devant le Congrès, enfin devant le Sénat. Réciproquement, il y a l'idée de modifier la directive pilier 2. Bon, on a vu que c'était compliqué, mais modifier la directive pilier 2 pour avoir quelque chose de plus similaire à GILTI. Et après, il y a l'idée convergente qu'on retrouve effectivement avec les États-Unis d'avoir un traitement plus favorable des crédits d'impôt dans pilier 2. Surtout, bon, voilà, les crédits d'impôt dans les pays à taux fort. Alors, quelles sont les modifications qu'on pourrait envisager pour éviter le désavantage concurrentiel finalement entre l'Union européenne et les États-Unis lié à pilier 2? Si jamais on veut aller dans cette voie, ça suppose d'avoir un pilier 2 qui ressemble davantage à GILTI. On a dit GILTI, c'est un taux effectif d'impôt mondial, c'est pas un taux effectif d'impôt par pays. Donc, le taux de 13% de GILTI, il est appliqué sur une base mondiale des profits qui remontent des filiales non américaines. Je schématise, mais c'est en gros comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, pilier 2, c'est pas du tout comme ça, puisque c'est un taux effectif d'impôt par pays. Donc, on pourrait imaginer une clause de sauvegarde qui s'applique aux multinationales qui atteignent un certain niveau de taux effectif d'impôt mondial. Ça, ça fait partie des pistes qui sont explorées. Et donc, dans ce cas-là, ça aurait comme effet une grande simplification de pilier 2, puisque si jamais on a un TEI groupe en gros supérieur à un certain taux, qu'on peut imaginer autour de 15%, puisque c'est le taux de pilier 2, si on a un taux effectif d'impôt mondial autour de ce taux-là, eh bien dans ce cas-là, pilier 2 ne s'appliquerait pas. Et si jamais on est en dessous, alors on rentre dans les règles plus détaillées où on fait le calcul par pays. Mais ça fait partie des pistes qui sont aujourd'hui à l'étude pour essayer d'avoir quelque chose, on va dire, qui permette de maintenir pilier 2 pour les contribuables les plus agressifs, tout en simplifiant pilier 2 pour les autres et en essayant d'éviter un véritable problème de concurrence fiscale entre l'Europe et les États-Unis. Donc, un vrai enjeu sur ce plan-là, c'était les élections allemandes d'avril et ce que ça allait donner en termes, bon, déjà de résultats. Hein, je ne vous apprends pas qu'il y avait quand même une possibilité que l'extrême droite allemande passe, ça n'a pas été le cas. Et au-delà de ça, quelle serait la position du gouvernement élu et de la coalition au pouvoir sur pilier 2. Alors, il se trouve qu'il y a eu une prise de position et il y a eu un maintien du soutien à pilier 2, mais avec une volonté de négocier une simplification de l'architecture qui sous-tend pilier 2. Donc voilà, justement dans un contexte de ne pas subir de désavantages de la concurrence internationale que se livrent les entreprises. Donc, par rapport à ça, effectivement, ce que je disais, ça laisse entrevoir des possibilités de solutions. Encore faut-il, voilà, encore une fois, atteindre une forme d'unanimité dans l'Union européenne et une forme de consensus au niveau international. Alors, que va-t-il se passer pour la suite? Eh bien, il va y avoir des négociations, ça, vous ne serez pas entièrement surpris. Il va y avoir des négociations au niveau du G7, du G20. Il va y avoir des négociations dans le cadre du groupe de travail du cadre inclusif, donc plus au niveau des législateurs de CDE. Il y a les travaux en cours sur la réforme fiscale américaine. Voilà, et il y a la poursuite des discussions techniques par ailleurs, puisque Pilier 2, ce n'est pas juste un projet, c'est complètement en vigueur, avec des nouvelles directives administratives convenues et le processus d'examen par les pairs, qui est un processus dans le cadre duquel les législations Pilier 2 sont évaluées entre les États. Donc voilà ce qu'on peut attendre pour la suite. Évidemment, la première partie est plus structurante sur l'avenir de Pilier 2 que la fin qui est plus technique. Okay. Alors, du coup, on va passer, je ne pense pas avoir vu passer de questions, on va passer à Pilier 2 en matière transactionnelle, puisque, comme on l'a dit, Pilier 2 est en vigueur, et donc dans le cadre d'une transaction,
on se retrouve avec à devoir gérer des problématiques pilier 2. Alors, la spécificité de pilier 2, c'est qu'il y a une grande variabilité des paramètres entre acheteurs et vendeurs au sujet de pilier 2. On peut avoir un acheteur qui est dans pilier 2 et un vendeur qui est dans pilier 2, ou on peut avoir un acheteur qui est dans pilier 2 et un vendeur ou une cible qui n'est pas dans pilier 2, et on peut avoir un acheteur qui est hors pilier 2. Ok. Forcément, ça ne sera pas les mêmes sujets, ça ne sera pas les mêmes sujets de due diligence, ça ne sera pas les mêmes sujets de structuration. Euh, on va dire le cas le plus typique aujourd'hui, c'est quand même un acheteur qui est dans pilier 2, donc un acheteur qui est un grand groupe corporate. On verra après un peu la situation des fonds d'investissement. Et un vendeur ou une cible qui n'est pas dans pilier 2. Ok. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas hériter de risques historiques dans le pilier 2. Dans ces cas-là, pilier 2 est un problème prospectif. Mais ça peut être un gros problème prospectif. Parce que nécessairement, quelqu'un qui n'est pas dans pilier 2, quelqu'un qui est en dessous des seuils, il a le droit d'optimiser sa fiscalité pour atteindre des niveaux d'imposition qui peuvent être largement en dessous du taux de 15%. Et donc, il peut y avoir une dysynergie fiscale très importante lors de l'achat par un groupe multinational qui est soumis à pilier 2 et qui, immédiatement post-acquisition, devra payer un impôt complémentaire par rapport au périmètre acquis. Donc ça, c'est le cas un peu typique qu'on voit désormais, avec un autre cas typique qui est un acheteur dans pilier 2 et un vendeur qui est dans pilier 2 également. Dans ce cas-là, il y aura toujours le même sujet de la structuration post-acquisition et des problématiques pilier 2 post-acquisition, mais normalement, il n'y a pas eu de structuration de la part du vendeur ou de la cible pour atteindre un taux très inférieur à 15%. Et la problématique de la cible se pose plutôt sur l'historique pilier 2, les positions qui ont été prises, et du coup, voilà, le risque d'hériter d'une situation pilier 2 du vendeur incorrectement gérée. Hein. Les difficultés qu'on va avoir pour un acheteur dans pilier 2, ça va être sur les acquisitions partielles, d'avoir un bon niveau d'information, puisque pilier 2 s'applique au niveau groupe. Donc, quand on a un vendeur dans pilier 2, mais qu'on a une acquisition partielle d'un groupe, ça va être très difficile d'obtenir les bonnes informations. Et quand on a un vendeur qui est en dehors de pilier 2, le problème, c'est plus la granularité d'information. Maintenant, pour ceux qui connaissent un peu pilier 2, c'est un faux problème parce que la granularité de l'information, ça permet d'obtenir plus de pression sur pilier 2, mais avec des grandes tendances ou des informations un peu brutes, on arrive très bien à estimer un impact pilier. Après, pour un acheteur hors pilier 2, bah, lui, il n'a pas vraiment de problématique post-acquisition, donc lui, il a uniquement la problématique d'hériter des risques pilier 2 si jamais on a un vendeur qui est, lui, dans pilier 2. Donc ça, il y a quand même une grande variabilité des paramètres de ce point de vue. Donc, évidemment, cette variabilité des paramètres, ça va avoir un impact sur la due diligence et on va devoir ajuster les travaux de due diligence sur pilier 2 en fonction des profils de l'acheteur et du vendeur. On va aussi avoir potentiellement, en fonction de la structure de la cible, des due diligence qui peuvent varier en fonction des pays d'implantation. C'est vrai que je n'ai pas parlé d'une chose depuis le début, mais pilier 2, c'est la règle d'inclusion du revenu, donc l'Income Inclusion Rule IIR, et la règle sur les profits insuffisamment imposés, RP2I ou UTPR, Under Tax Profit Rule en anglais. Mais c'est aussi, donc ça, c'est des règles qui s'appliquent au niveau central, soit au niveau de l'entité mère ultime, soit au niveau central, au niveau d'une entité dans l'organisation. Mais il y a à côté de ça une règle pilier 2 qui s'applique directement dans les pays de source, dans les pays insuffisamment imposés, qui est l'impôt complémentaire minimum national qualifié, ou l'acronyme anglais de Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, ou QDMTT.
Et donc, en fonction des pays de QDMTT, il va falloir ajuster les diligences pour savoir si les QDMTT ont été correctement appliqués également. On l'a dit, la problématique la plus complexe à gérer sera probablement l'acquisition partielle, puisque pilier 2 ne s'applique pas sur des périmètres partiels, s'applique au groupe d'ensemble. Donc là, il y a un vrai problème d'accès à l'information. Ensuite, l'autre problématique qu'on va avoir sur les acheteurs qui sont dans pilier 2, ça va être de pouvoir apprécier les impacts pilier 2 post-acquisition et les impacts pilier 2 liés à l'acquisition. C'est-à-dire dans quelle mesure la cible que j'achète m'améliore ou me détériore ma position vis-à-vis de pilier 2. Donc ça veut dire que quand je vais acheter une cible, et spécifiquement une cible qui est présente dans plusieurs pays, je vais donc récupérer des entités dans plusieurs pays qui peuvent avoir des taux effectifs d'impôt différents. Ces taux effectifs d'impôt peuvent faire en sorte que je me retrouve moins dans mon organisation consolidée post-acquisition, à me rapprocher ou à passer en dessous du taux de 15%, ou au contraire, parfois, avoir des synergies et à améliorer ma position vis-à-vis de pilier 2 et avoir une diminution de mon impôt complémentaire. Tout ça, ça se modélise. À côté de ça, on a aussi la question de la valeur qu'on attribue aux taxes attributes, aux attributs fiscaux, tout ce qui est déficit fiscaux, tout ce qui est crédit d'impôt. J'ai l'habitude de regarder leur valeur en fonction de la capacité du groupe hacker à utiliser ces attributs fiscaux post-acquisition. Bien maintenant, je suis obligé de me poser aussi la question de la validité et des potentielles règles anti-abus qui peuvent s'appliquer au niveau de pilier 2, qui pourraient faire en sorte que ces attributs fiscaux n'aient pas la même valeur. J'ai aussi parfois certains schémas où je peux obtenir dans le cadre d'une acquisition une réévaluation de la valeur fiscale des actifs acquis. Donc, soit parce que je fais un asset deal, soit parce que je fais une acquisition qui est un share deal, mais qui est traité comme un asset deal, ce qui peut être le cas aux États-Unis, par exemple. Dans ces cas-là, j'ai un avantage fiscal lié à cet effet de structuration, mais cet avantage fiscal peut être impacté par pilier 2, puisque dans le cadre des règles pilier 2, je peux me retrouver avec un impôt complémentaire sur ces types de situations. Et donc, je dois être vigilant à bien apprécier le volume de l'économie fiscale que je vais réaliser en tenant compte de pilier 2 et pas uniquement sur une base théorique hors pilier 2. Bien évidemment, dans le contrat, je vais aussi devoir tenir compte de pilier 2 dans mon SPA. Je vais devoir euh, déterminer comment gérer le calendrier de la transaction par rapport au calendrier de l'impôt pilier 2. Je vais devoir gérer les contrôles fiscaux post-acquisition sur la période pré-acquisition. Je vais devoir allouer la charge pilier 2. Donc, j'ai un certain nombre de choses à faire dans mon SPA. Bon, c'est particulièrement compliqué quand on a des investissements minoritaires et après on a des négociations spécifiques à avoir. Là, on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Pour les deals qui sont assurés, donc pour l'assurance des risques fiscaux. Aujourd'hui, les assureurs ne mettent pas les risques pilier 2 dans leur police d'assurance. Donc, euh, pour l'instant, c'est complètement exclu. Et à l'avenir, il va falloir comprendre comment gérer pilier 2 en l'absence de cette assurance ou voir comment obtenir une assurance spécifique. Mais c'est compliqué parce qu'il y a tout un tas de problématiques spécifiques à pilier 2. Il y a des déclarations qui sont très longues, il y a l'accès à l'information qui est partielle. Tout cela est assez compliqué à gérer dans le cadre de quelque chose de très encadré juridiquement en termes de process. La structuration est importante, donc pour le vendeur comme pour l'acquéreur. Pour le vendeur comme pour l'acquéreur, l'arbitrage asset deal versus share deal va avoir des conséquences et il faudra apprécier, on va dire, les effets de cette structuration en tenant compte de pilier 2 et pas uniquement en regardant les impacts en matière d'impôt sur les sociétés. Et un dernier point sur les intégrations post-acquisition. Nécessairement, dans le cadre d'une acquisition d'un groupe corporate par un autre,
on a un travail d'intégration qui est en principe significatif, avec beaucoup de réorganisation dans chacun des pays pour obtenir une organisation intégrée, eh bien, là, il va falloir être vigilant sur la manière dont on mène ces réorganisations. Le but, c'est pas juste d'avoir des réorganisations qui soient sans coût fiscal, c'est aussi de faire en sorte ou de vérifier que ces réorganisations sans coût fiscal ne déclenchent pas un impôt complémentaire dans le cadre du pilier 2, notamment parce que je pourrais utiliser des mécanismes locaux qui sont permissifs, mais qui ne sont pas dans les clous de la réglementation pilier 2. Alors, si on s'intéresse un peu à la due diligence, euh, on va avoir quelque chose d'assez différent en fonction du périmètre acquis. Donc, on va généralement, donc la situation la plus simple, c'est quand on achète un groupe multinational soumis à pilier 2 dans son intégralité. Là, c'est pas compliqué. On va pouvoir revoir ce que le groupe acquis a fait en matière de pilier 2, donc la due diligence, va porter sur l'intégralité de pilier 2. Voilà, c'est potentiellement plus de travaux, mais au moins pas nécessairement de problème. En revanche, si on est en acquisition partielle d'un groupe, on va avoir des choses spécifiques à vérifier. Et donc, notamment, il y a certaines entités dans pilier 2 qui sont décontribuables. Ok. Alors, ça va nécessairement être le cas pour les impôts pilier 2 locaux, les impôts minimums complémentaires nationaux qualifiés, les QDMTT, mais ça va également être le cas pour la règle d'inclusion du revenu lorsqu'on a des entités qui sont des entités mères intermédiaires, donc des entités qui appliquent les règles pilier 2 au périmètre qu'elles détiennent, c'est-à-dire qu'elles-mêmes sont détenues par une entité maritime qui n'est pas soumise aux règles pilier 2. Ou alors, on a ce qu'on appelle des POP ou des MOP, ce qui sont des qualifications spécifiques d'entités dans pilier 2, qui sont des entités mères partiellement détenues ou des entités mères détenues de manière minoritaire. Donc, en fait, ce sont des entités pour lesquelles euh, c'est une entité qui détient des filiales et qui est elle-même détenue par des tiers au groupe consolidé, soit à plus de 20%, soit à plus de 70%. Et donc, dans ces cas-là, on va être un redevable spécifique de pilier 2, et donc nécessairement, quand on va acheter une entité comme ça, on va hériter d'un historique pilier 2 qui va être nécessaire de revoir. Encore une fois, l'accès à l'information ne sera pas forcément facile, ça sera plus facile sur les entités mères à détention minoritaire, les MOP, parce que en fait, ces entités, on calcule leur taux effectif d'impôt de manière distincte, mais pour les POP, pour les entités mères partiellement détenues, on a un calcul qui est un calcul groupe, et donc nécessairement, il est difficile d'isoler l'information sur le périmètre acquis. Si on achète des entités uniques, eh bien, la revue, elle va porter principalement sur la QDMTT, donc l'impôt pilier 2 local, et le cas échéant, sur l'UTPR. L'UTPR, on en a parlé, c'est cette règle coercitive où on peut se retrouver à payer au niveau d'une entité un impôt pilier 2 sur tout le groupe. Eh bien, nécessairement, si on achète une entité qui aurait pu être redevable de l'UTPR, on va pouvoir se retrouver dans une situation où on achète une entité qui peut être de taille modeste, mais elle se retrouve avec un passif fiscal sur l'impôt complémentaire de tout le groupe parce que c'est finalement la seule entité du groupe qui est établie dans un pays qui applique les règles pilier 2, alors que le reste du groupe ne l'applique pas. Donc ça, c'est un peu catastrophe quelque part comme situation. Euh, on ne pourra probablement pas avoir les informations sur tout le groupe lorsqu'on achète seulement une entité. Donc il y a un vrai problème d'accès à l'information. Le plus probable, c'est que c'est quelque chose qui va se gérer contractuellement dans le SPA pour, on va dire, faire en sorte que le vendeur supporte l'intégralité du risque. Mais on voit bien que c'est une situation qui est problématique. Si on achète des actifs, on pourrait se dire, bah, je n'ai pas d'identité, donc je n'ai pas nécessairement de problème pilier 2. En réalité, il faut quand même que je revoie la base fiscale historique des actifs parce que je peux avoir certaines conséquences, mais c'est nécessairement un peu plus à la marge. Donc voilà, donc quand on est tout en haut, eh ben, on peut avoir les sujets du haut et l'intégralité des sujets du bas, et ainsi de suite pour les autres. Okay.
Donc, vraiment des choses différentes à faire en due diligence selon le périmètre acquis. Alors, un gros avantage quand même aujourd'hui, c'est que on est dans la période d'application des mesures de sauvegarde transitoires. Donc, la période d'application des mesures de sauvegarde transitoires, c'est cette période qui va de 2024, enfin, de l'exercice 2024 à l'exercice 2026, donc 2024, 2025, 2026, où on peut échapper pays par pays aux règles pilier 2 si on remplit certains tests. Et ça va grandement faciliter les travaux de due diligence pilier 2, puisque même si dans ce qu'on achète, on est soumis à pilier 2, eh bien, il suffira de s'assurer que dans les pays sur lesquels on achète des entités, les mesures de sauvegarde s'appliquent pour s'assurer qu'on n'a pas en réalité d'historique pilier 2 particulièrement complexe à l'achat. Bon, il y a quelques règles à la marge qui peuvent avoir un impact, mais pour l'immense majorité des règles, on n'aura pas de sujet d'historique fiscal. Pour rappel, les règles on va dire, les mesures de sauvegarde transitoire, ce sont 3 tests. Un test de minimis où on va regarder dans la déclaration pays par pays, dans le CBCR, sur l'année en question, donc le CBCR 2024 vis-à-vis de l'année d'imposition 2024, on va regarder si le chiffre d'affaires du pays est inférieur à 10 millions d'euros, donc chiffre d'affaires total. Donc, chiffre d'affaires total dans CBCR, c'est un chiffre d'affaires agrégé, ce n'est pas un chiffre d'affaires consolidé. Donc, c'est l'addition des chiffres d'affaires des entités détenues dans le pays. Et en plus d'un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, il faut que le bénéfice ou la perte avant impôt, qui est encore une fois une information qu'on retrouve dans le CBCR, soit inférieur à 1 million d'euros. Sachant que dans le bénéfice ou la perte avant impôt, il n'y a pas les dividendes. Donc, si on remplit ce test, un seul des trois, n'importe lequel, on est en dehors des règles pilier 2. Évidemment, si on remplit 2 ou 3, on est aussi en dehors des règles pilier 2. Si pour une année, on ne remplit aucun des tests, on est définitivement dans les règles pilier 2 et on perd définitivement le droit d'accéder aux mesures de sauvegarde transitoires. Le second test, c'est le test du taux effectif d'impôt simplifié. Là, on va calculer un taux effectif d'impôt où on va uniquement prendre le bénéfice ou la perte avant impôt qu'on trouve dans la déclaration CBCR, dans la déclaration pays par pays. Et on va, donc ça c'est le dénominateur, et on va prendre l'impôt sur les bénéfices tel qu'il est dans les comptes, enfin les impôts couverts qui sont dans l'impôt sur les bénéfices qui est dans les comptes, mais en gros c'est l'impôt sur les bénéfices qui est dans les comptes, modulo deux choses qu'on va retirer, qui sont les positions fiscales incertaines et les impôts non couverts, mais les impôts non couverts c'est assez rare. Et donc on va diviser les impôts tels que comptabilisés, donc impôts courants plus impôts différés, par le bénéfice ou la perte avant impôt du CBCR, ça va nous donner un taux effectif d'impôt simplifié. Si en 2024, il est supérieur à 15%, en 2025 à 16%, en 2026 à 17%, on remplit le test du TUI simplifié. Et le dernier test, c'est le test des bénéfices de routine, où on va comparer toujours le même critère du bénéfice ou de la perte avant impôt à un bénéfice courant. Donc, c'est en réalité un concept pilier 2 qui s'appelle l'exclusion des bénéfices liés à la substance, qui correspond à un retour sur nos actifs et un retour sur nos personnels. Et donc, si jamais le bénéfice ou la perte avant impôt ne dépasse pas 10% des charges de personnel, il y a une petite baisse après en 2025 et en 2026, et 8% des actifs corporels immobilisés, c'est uniquement les actifs corporels, exclusion des incorporels, du cash, eh bien, si l'addition des deux est supérieure au bénéfice ou la perte avant impôt, eh bien, nécessairement, on va remplir le test des bénéfices de routine, ce qui sera le cas, par exemple, notamment, si jamais dans un pays, on est déficitaire. Donc, on a quand même cet avantage sur la période 2024, 2025, 2026 d'avoir les mesures de sauvegarde transitoire qui simplifient grandement les due diligence de pilier 2 sur la partie, du coup, historique pilier 2 acquis, enfin, historique pilier 2, hérité de la cible. Si on reste plutôt dans les règles complètes, donc on n'est pas dans les mesures de sauvegarde, là, on va voir que les travaux
peuvent être un peu plus compliquées, puisque on a de nombreuses interactions entre pilier 2 et les règles de Control Foreign Corporation, les règles de type article 209b en France, pour ceux qui connaissent, qui sont des mesures anti-abus qui existaient déjà dans le droit des États et qui ont été rendues obligatoires dans l'Union européenne par la directive ATAD, oui, ATAD 2, ATAD 1, pardon. Et donc, du coup, il y a une interaction systématique entre pilier 2 et ces règles des CFC, puisque les CFC permettent, en gros, enfin, obligent les holdings intermédiaires à taxer les bénéfices insuffisamment imposés de leurs filiales. Donc, c'est pour ça que vous voyez là, sur les holdings intermédiaires, des CFC, avec des impôts qui s'appliquent. Et en réalité, ces règles CFC constituent, dans le cadre des règles standards de pilier 2, un impôt couvert qui augmente le taux effectif d'impôt de la filiale en question. Mais comme ce serait trop simple, en fait, ça dépend de la règle pilier 2 qu'on applique. Quand la règle pilier 2 appliquée, c'est la règle centrale, donc l'Income Inclusion Rule, ça va être le cas. Mais quand c'est la règle locale, vu que le but c'est de redonner le pouvoir d'imposer au pays, on va désactiver cette règle. Et donc, en fait, c'est l'impôt pilier 2 local qui va s'appliquer en priorité. Et donc, en principe, l'impôt CFC qui ne s'applique plus. Donc, il y a du coup une certaine complexité inhérente aux règles pilier 2, et il y a une complexité dans l'interaction entre les règles pilier 2 et les règles CFC, et notamment le type de règle pilier 2 qui s'applique. Néanmoins, là, dans l'exemple d'une holding européenne, ce qu'on comprend, c'est que du coup, pour revoir pilier 2, en fait, il faut revoir l'intégralité des calculs pilier 2 et des règles pilier 2 qui s'appliquent, et revoir l'intégralité des règles CFC, puisqu'il y a une interaction entre les deux. Ça, c'est le cas lorsque on achète l'intégralité du groupe. Maintenant, si j'achète un bout du groupe, eh bien, je vais devoir regarder les choses différemment. Si j'achète une filiale irlandaise, je vais avoir principalement à revoir mon impôt pilier 2 local, ma QDMTT irlandaise. Si j'achète une société intermédiaire, je vais devoir regarder si cette société est solidairement tenue ou pas au paiement de pilier 2. Okay. Donc, les situations diffèrent et donc à chaque fois, pour la due diligence pilier 2, il y a un gros effort qui doit être fait sur la manière de scoper les travaux pour pas à la fois louper des diligences et en même temps pour pas faire des diligences pour rien. Sur une cible américaine, on va dire, il y a un certain nombre de complexités additionnelles. Pourquoi? On l'a dit, il y a une interaction entre les règles CFC et les règles pilier 2. Aux États-Unis, on l'a dit aussi, ils ont leur règle GILTI qui est déjà un impôt minimum mondial, mais qui s'applique sur une base qui n'est pas pays par pays, qui est une base globale. Il y a nécessairement une interaction entre les règles GILTI et les règles pilier 2, parce que GILTI est une forme de CFC, et donc GILTI est alloué aux différents pays. Et donc, pour revoir pilier 2, il faut revoir GILTI. De toute façon, si vous achetez une cible américaine, vous reverrez GILTI, mais là, il faut revoir les interactions entre les deux, qui sont particulièrement compliquées. Mais au-delà de GILTI, on peut avoir différentes situations. On peut avoir certaines filiales qui sont soumises à la règle relative au profit insuffisamment imposé, et on peut avoir certaines filiales qui sont soumises à la règle d'inclusion du revenu, et on peut avoir certaines filiales qui sont soumises à l'impôt pilier 2 local. Donc finalement, on est soumis à la complexité totale des règles pilier 2 avec ces trois règles différentes qui s'appliquent du coup principalement de la même manière, mais avec des différences dont il faut tenir compte. Néanmoins, encore une fois, il n'y a pas énormément de difficultés quand on achète l'intégralité du groupe. On sait qu'on doit tout revoir, que c'est compliqué, mais on n'a pas de difficulté de scoping, on n'a pas de difficulté d'accès à l'information. Ça devient plus compliqué en cas d'acquisition partielle, parce que là, on va perdre accès aux données GILTI du groupe, on n'aura probablement pas accès aux filiales de la même juridiction qui ne sont pas dans le périmètre acquis, et donc, potentiellement, la revue pilier 2 va être compliquée, et peut-être que c'est un sujet qui se réglera purement contractuellement.
donc avec une diligence nécessairement imparfaite. Donc là, il faut avoir une garantie un peu solide et confiance dans son vendeur. Alors, pourquoi, là, on a un exemple sur les acquisitions partielles, en quoi c'est compliqué. Dans les règles pilier 2 elles-mêmes, c'était le cas sur la France, c'est plus le cas, mais c'est le cas dans un certain nombre d'autres pays. Dans les règles pilier 2 elles-mêmes, l'allocation de l'impôt et l'impôt complémentaire est trompeuse. Là, on a un exemple avec 3 pays ABC, une entité mère ultime qui est soumise à pilier 2 et un PIC dans lequel on applique un impôt pilier 2 local. Qui dit impôt pilier 2 local, dit filiale locale contribuable. Donc, on pourrait se dire, OK, mais moi, je vais regarder le taux effectif d'impôt des filiales que j'achète. Et si le taux effectif d'impôt des filiales que j'achète est quelque part supérieur au taux de 15%, donc là, dans notre exemple, 25% sur le périmètre acquis, eh bien, je n'ai pas de problème de pilier 2. C'est trompeur parce que pilier 2 a une règle de base en termes d'allocation de l'impôt qui n'est pas en fonction de l'impôt payé ou du taux effectif d'impôt de chacune des entités, c'est en fonction du résultat réalisé. Donc là, dans l'exemple qui est présenté avec 4 sociétés qui ont le même résultat de 1000, mais des impôts différents, l'impôt complémentaire au niveau de la juridiction, hein, donc on a 500 sur 4000 d'impôts, donc nécessairement, il nous faudrait 600, donc on a 100 d'impôts complémentaires à répartir. Les 100 d'impôts complémentaires à répartir, dans cet exemple-là, sont répartis à hauteur de 25 par entité. Donc sur le périmètre acquis, on a en réalité 50 d'impôts complémentaires dont on a hérité. Et nécessairement, si on fait des due diligence uniquement sur le périmètre d'acquisition, on n'a aucun moyen de le savoir qu'on hérite de ces 50. La France a réglé le problème en adoptant une allocation de la QDMTT pollueur-payeur, c'est-à-dire que dans cet exemple-là, seules les entités constitutives 1 et 2 paieraient de l'impôt complémentaire si le PIC était la France. Mais il y a beaucoup d'autres pays qui ont gardé la règle de répartition de l'impôt, pilier 2, de base, qui est uniquement assise sur le résultat. Et donc, dans ces cas-là, l'acquisition partielle peut donner un sentiment de confort qui est, en fait, qui n'est pas fondé. On peut avoir d'autres difficultés en cas d'acquisition partielle, c'est que on peut être face à des restructurations pré-acquisition qui entraînent des problématiques pilier 2. On ne sait pas nécessairement, ou on peut le savoir, le vendeur peut nous le dire, mais on n'a pas nécessairement la vision pilier 2 des réorganisations pré-acquisition. Donc, dans un certain nombre de cas, pour vendre un périmètre, on va devoir faire un carve-out. Et nécessairement, normalement, quand un vendeur organise le carve-out de ses activités, donc il va chercher soit à sortir les activités cibles pour les mettre dans une entité dédiée, ou au contraire, il va garder dans une entité donnée, ce qu'on généralement n'aime pas d'ailleurs hein, quand on est hacker, il va garder l'intégralité de l'activité cible, mais il va sortir le business que lui conserve. Donc, en tant que tel, en due diligence, ça pose déjà des problématiques puisque on va hériter des risques fiscaux sur l'activité qu'on n'achète pas. Mais au demeurant, on va devoir gérer la manière dont le vendeur a effectué la sortie de ses actifs. Or, lui, nécessairement, il va chercher à faire la sortie de ses actifs avec la fiscalité la plus basse possible. Et en faisant cette opération, on peut très bien se retrouver dans une situation où, en allant chercher la fiscalité la plus basse possible, il va déclencher une problématique pilier 2. Ça, on n'aura pas forcément la vision, puisqu'on n'aura pas forcément la vue groupe, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et donc, si c'est le cas, et que la holding que j'achète, donc là, en l'occurrence, la holdco cible, est un contribuable, mais ça peut être le cas aussi
si la filiale cible doit acquitter de l'impôt complémentaire minimum qualifié local, hein, la QNFTT, comme dans l'exemple sur la slide précédente, celui-là. Je peux me retrouver à subir, moi, acheteur, les conséquences de cette cession d'actifs à taux faible, quelque part, puisque mon entité héritera de tout ou partie de l'impôt complémentaire lié à cette opération. Et donc, il est important de comprendre et d'identifier et de me garantir contre les conséquences défavorables de cette opération. Donc, quand généralement sur ce type d'opération, on cherche à obtenir une garantie fiscale au premier euro sur les conséquences, il faudra bien veiller à rédiger la clause de manière à ce que ça couvre pilier 2, y compris sur les entités situées en dehors du pays. Alors, un point qui peut être un point de due diligence, mais pas nécessairement, mais juste un point à garder en tête, dans pilier 2, c'est la situation des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, pour leur immense majorité, ne vont pas être directement dans le champ de pilier 2 en raison de la manière dont ils consolident. La plupart consolident leur portefeuille en IFRS 10, et donc leur portefeuille a la juste valeur, leurs entités ne sont pas en intégration globale, et donc leurs entités de portfolio ne sont pas dans le champ pilier 2. Donc même si eux sont dans le champ pilier 2, il y a des exclusions spécifiques pour les entités mères ultimes qui sont des fonds d'investissement, il y a des exclusions spécifiques pour leurs filiales qui sont des entités de détention d'actifs, et si leurs entités de portefeuille sont exclues, ils ne vont pas être dans le champ au niveau groupe de pilier 2. Si c'est néanmoins le cas, parce qu'ils ne peuvent pas accéder à ces exonérations et parce qu'ils consolident en intégration globale leur portefeuille, là, ils vont être dans le champ de pilier 2 en intégralité, mais ce n'est pas la norme. La norme, c'est plutôt que pilier 2 va s'appliquer à leur portefeuille de manière indépendante. Donc, s'ils ont un portefeuille spécifique qui est dans pilier 2, il y aura au niveau de la holding, souvent la holding luxembourgeoise, hein, quand on est en Europe, qui a le portefeuille, on aura l'application de pilier 2 sur ce portefeuille. Et on peut très bien avoir des portefeuilles dans pilier 2, des portefeuilles hors de pilier 2, en fonction des seuils de ces portefeuilles. Donc, s'il y a le chiffre d'affaires de 750 millions d'euros qui est dépassé sur 2 des 4 années précédant l'exercice qu'on regarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même, pour les fonds d'investissement, par rapport aux groupes multinationaux, un avantage concurrentiel pour acheter des groupes qui sont en dehors de pilier 2. Puisque là où un groupe multinational va se retrouver à soumettre à pilier 2 la cible post-acquisition, et donc potentiellement avoir des dyssynergies si le groupe acheté avait, on va dire, une fiscalité optimisée sous les 15%, bien là, le fonds d'investissement, lui, n'aura pas ce problème et pourra maintenir, on va dire, ce groupe fiscalement optimisé à l'avenir. Évidemment, il y a une limite à ça. S'il y a des build-up et qu'on arrive au-dessus des 750 millions d'euros, ou si la cible est au-dessus des 750 millions d'euros, ce ne sera pas le cas, mais il y a quand même des cas où les fonds d'investissement ont un avantage concurrentiel par rapport aux corporates. Ça veut aussi dire que pour les vendeurs fonds d'investissement, le niveau de maturité sur pilier 2 peut être différent en fonction de leur portefeuille et on peut avoir des fonds qui ne sont finalement pas très matures sur le sujet pilier 2. Ça, c'est aussi à garder en tête dans les négociations. Donc, on en a fini pour la partie due diligence. On va s'intéresser maintenant à la partie structuration et aux conséquences de la structuration. Donc, généralement, la première question qu'on se pose en matière de structuration, c'est asset deal versus share deal. Est-ce qu'on achète des actifs ou est-ce qu'on achète des titres? Okay. Généralement, asset deal versus share deal, c'est un arbitrage entre des considérations acheteurs et des considérations vendeurs. Les acheteurs, généralement, préfèrent les asset deals et les vendeurs, généralement, préfèrent les share deals, même si ça dépend du pays. Donc, pourquoi les vendeurs préfèrent les share deals aux asset deals? C'est parce que sur les asset deals, généralement,
les plus-values de cession d'actifs sont taxables en local. Donc nécessairement, c'est taxé plein pot, c'est pas super avantageux, et donc c'est pas terrible, surtout en comparaison du share deal, qui est lui, dans la majorité des cas, dans la majorité des pays, bénéficie d'une forme d'exonération, soit totale, soit partielle. En France, c'est une exonération de 88%, pour rappel. Ok. Maintenant, quelle est la conséquence de ça dans pilier 2? Ok. Donc, dans pilier 2, je vais avoir, pour un asset deal quand je suis vendeur, généralement, quelque chose de neutre ou favorable. Ça dépend un peu du taux local, hein. Donc, nécessairement, si je taxe ma cession d'actifs plein pot et que c'était un pays dans lequel j'étais soumis à un impôt complémentaire, potentiellement, ça va m'augmenter mon taux effectif en local. Donc, peut-être que ce que je paye en IS, je vais me rattraper en pilier 2 parce que je vais me rapprocher de 15%. C'est possible, c'est pas un scénario super probable, mais c'est possible. La plupart du temps, si on imagine que le taux effectif d'impôt est proche du taux du pays, ça va être neutre puisque je vais vendre, je vais taxer ma plus-value au taux du pays, et donc probablement pas d'effet véritable sur mon taux effectif d'impôt. Si jamais je suis dans un pays à taux faible, et si ma cession d'actifs est également à taux faible, nécessairement c'est défavorable puisque je vais payer un impôt complémentaire sur ma plus-value de cession d'actifs. Le share deal, dans le cadre de pilier 2, dans le cadre des règles détaillées, je vais me retrouver avec un effet neutre, puisqu'il y a une exclusion spécifique pour les cessions de titres dès lors qu'on détient plus de 10%. Quand je détiens plus de 10%, j'ai un effet absolument neutre de mon share deal. Je peux profiter de mon exonération en IS sans problème. Donc là, c'est plutôt avantage share deal. Il y a un seul inconvénient dans pilier 2 avec le share deal, c'est que dans le cadre des mesures de sauvegarde transitoires dont je parlais dont je parlais tout à l'heure, tout seul, mais tout à l'heure aussi, euh, il y avait un taux effectif d'impôt simplifié. Et souvent, dans les trois tests, le taux effectif d'impôt simplifié, c'est le plus important. C'est celui sur lequel on va s'appuyer puisque c'est le plus large. C'est celui qui regroupe le plus grand nombre de situations. Le taux effectif d'impôt simplifié est simplifié et ne contient pas la règle spécifique qui permet d'exclure les plus-values de cession de titres du calcul. Et donc, si je bénéficie d'une exonération locale, eh bien, ça va dégrader mon taux effectif d'impôt simplifié. Donc, ma cession de titres est susceptible de me faire sortir de mes clauses de sauvegarde transitoires, de mes mesures de sauvegarde transitoires. Ce qui est une assez mauvaise nouvelle, hein, puisque vous ne l'avez peut-être pas en tête, mais on va dire qu'en termes de simplicité de calcul, les mesures de sauvegarde transitoire, on va dire, c'est une dizaine de points de données par entité dans le pays. Hein, en une bonne matinée, normalement, on fait l'exercice. Les règles pilier 2 détaillées, c'est 150 à 200 points de données par entité. C'est un exercice totalement différent, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et donc, nécessairement, si on anticipe des grosses sessions de titres exonérées qui vont nous faire sortir des mesures de sauvegarde transitoire, il faut un peu l'anticiper en termes d'organisation de son process pilier 2. Donc ça, voilà. Mais comme les règles détaillées contiennent l'exonération des plus-values de cession de titres, ça normalement ne va pas créer de problème d'impôt complémentaire. C'est uniquement un problème de process, de compliance, qui peut être conséquent, mais ce n'est pas un problème d'impôt. Donc, au niveau vendeur, bah, finalement, il n'y a pas de révolution de l'arbitrage asset deal versus share deal pour le vendeur quand on tient compte de pilier 2. Il y a quand même un gros avantage au share deal par rapport à l'asset deal. Pour l'acquéreur, généralement, il préfère l'asset deal. Il préfère l'asset deal, pourquoi? Parce que ça va lui permettre d'obtenir une réévaluation fiscale de ses actifs. Et dans les pays où on peut amortir fiscalement le goodwill, il va donc pouvoir monétiser cette réévaluation fiscale de ses actifs avec un amortissement fiscal qui va lui permettre de payer moins d'impôts cash. Okay. Donc la réévaluation, elle va être respectée pour les besoins de pilier 2.
La révélation comptable et fiscale des actifs, elle va avoir potentiellement des effets favorables pour le calcul de l'exclusion des bénéfices liés à la substance. Mais pour ce dernier cas, ça aurait été aussi le cas en termes de share deal, puisque pour l'exclusion des bénéfices liés à la substance, donc, qui sont cet abattement de 10% des charges de personnel, de 8% de l'actif corporel immobilisé, on tient compte en share deal des allocations de PPA, et donc normalement c'est parfaitement équivalent entre share deal et asset deal sur ce point. Mais bon, on a quand même la régulation des actifs, donc on peut se dire, c'est très bien, finalement c'est aligné. Là où ça se désaligne, c'est sur les actifs incorporels. Pourquoi? Parce que dans pilier 2, il y a des règles spécifiques sur les impôts différés, et parmi les règles spécifiques sur les impôts différés, il y a une règle qui veut que on ne tienne pas compte des impôts différés, des charges d'impôts différés passifs qui se retournent au-delà de 5 ans. Qu'on en tient compte pendant un moment, et au bout de 5 ans, enfin, au bout de 5 ans, on commence à réintégrer. Ok. Et du coup, ça veut dire que l'avantage fiscal dont je vais bénéficier en lien avec ma réévaluation fiscale de mes actifs, potentiellement, elle peut être amoindrie, voire dans des cas extrêmes, annulée par mes règles pilier 2. Puisque si jamais j'ai un avantage, enfin, normalement en comptabilité, vous savez mieux que moi, j'ai un avantage cash avec moins d'impôt courant, mais j'ai un impôt différé passif en face lorsque j'amortis fiscalement mon goodwill. Donc j'ai un avantage d'impôt courant, je paie moins d'impôt cash, mais dans mes comptes, j'ai toujours une charge d'impôt. Mais si jamais, pour les besoins de pilier 2, on retire cette charge d'impôt différé, je me retrouve avec un taux effectif d'impôt qui plonge et donc potentiellement un impôt complémentaire à payer. Cet impôt complémentaire, il va me falloir l'anticiper parce que la plupart du temps, comme mon vendeur ne veut pas de l'asset deal, je suis obligé, moi, acquéreur, de le dédommager pour obtenir mon asset deal. Et donc, si je le dédommage, mais que j'anticipe dans ce dédommagement une économie fiscale future qui ne tient pas compte de l'effet défavorable pilier 2, potentiellement, je me pénalise. Donc là, il faut être assez vigilant. Côté share deal, ça va être relativement simple. En dehors de l'exclusion des bénéfices liés à la substance dont je parlais, il ne va pas du tout y avoir de prise en compte de PPA, il ne va pas du tout y avoir de réalisation des actifs sous-jacents. Donc ça, on ne change pas par rapport à l'approche classique en fiscalité. On achète des titres. Donc c'est les titres qui ont la base. En revanche, il y a une règle technique dans laquelle je n'entrerai pas dans le détail, mais qu'il faut avoir un peu en tête, c'est que si jamais côté vendeur et côté cible, il y avait une problématique justement de reprise d'impôts différés passifs euh, qui se retourne au-delà de 5 ans, donc notamment impôt différé passif sur amortissement de goodwill, je peux me retrouver, moi, acquéreur, dans des règles qui sont assez incongrues, à payer cet impôt lié à l'avantage fiscal dont le vendeur a bénéficié pré-acquisition. Donc c'est une règle technique un peu bizarre, mais il faut l'avoir en tête si jamais, euh, côté vendeur, ils ont bénéficié d'un amortissement du goodwill. Il faut avoir ça en tête côté hacker, même si on fait un share deal. Alors, si je reviens un petit peu sur mon asset deal, bon, alors là, j'ai des actifs corporels qui sont acquis pour 1000. Donc, ça, même durée d'amortissement comptable et fiscal, ça ne va pas me créer de problème pilier 2, ça va être évalué d'un point de vue pilier 2. Je vais avoir mon avantage fiscal sur l'amortissement de mes actifs corporels. Je vais avoir mon exclusion des bénéfices liés à la substance liée à la régulation de mes actifs corporels. Tout ça, c'est très bien. En revanche, si j'ai par ailleurs un goodwill de 300 qui est acquis et qui est amorti sur 15 ans, comme c'est le cas aux États-Unis, mais bien sûr, je n'ai pas d'amortissement du goodwill en IFRS, je vais me retrouver dans une situation potentiellement avec une réintégration ou un recalcul de mes impôts différés passifs qui va avoir un impact sur pilier 2. Cet impact, on l'a calculé, ok, dans cet exemple.
dans ce magnifique tableau, qui est un tout petit peu compliqué, j'en conviens, ok, mais qui montre quoi exactement? Il montre que sur les 5 premières années, alors, il y a un choix pour ne pas le faire, mais pourquoi s'en priver? Sur les 5 premières années, on me laisse mon impôt différé passif sur le goodwill. Donc, mon impôt différé passif sur le goodwill étant de 3 et mon impôt courant de 12, j'arrive, puisque mon résultat globe est de 100, à un TEI de 15%. Donc, tout va bien sur mes 5 premières années. En revanche, sur mes 15 années suivantes, on va me demander de réintégrer, de recalculer, en réalité, mon taux effectif d'impôt 5 ans plus tôt. Ok. Et donc, finalement, on va m'appliquer un impôt complémentaire. Donc, en fait, en année 6, je recalcule l'année 1 sans tenir compte des 3, et donc je paye 3 d'impôts complémentaires. Et ainsi de suite, pendant 15 ans. Et donc, si je ne tiens pas compte de cet effet défavorable, quelque part, de mes 45 d'impôts complémentaires que je vais devoir acquitter sur 15 ans, ben, potentiellement, je peux me tromper dans la valorisation de l'avantage fiscal lié à la réalisation de mes actifs au moment de l'acquisition. Et je pourrais rétrocéder au vendeur un complément de prix, un supplément de prix trop important par rapport à l'économie fiscale que je vais réellement réaliser en tenant compte de pilier 2. Ça, c'est un effet un peu clé sur les asset deals ou aux États-Unis notamment, les share deals qui sont traités comme des asset deals, qu'il faut absolument avoir en tête. Sinon, je me retrouve dans une situation où j'ai un impôt complémentaire que je n'ai pas su anticiper. Voilà. Donc, ça nous amène un petit peu à la fin de notre présentation sur la structuration. Donc, un petit rappel sur les points clés en matière transactionnelle. Euh, il faut avoir en tête le profil du vendeur et de l'acquéreur pour pilier 2 pour bien comprendre les enjeux. Il faut bien comprendre les enjeux de la due diligence en cas d'acquisition totale ou partielle pour comprendre les problématiques d'accès à l'information. Il faut bien tenir compte de la structure de la cible pour savoir dans quel pays je vais avoir des QDMTT, dans quel pays je vais avoir des entités mères partiellement détenues qui vont se retrouver solidairement tenues en impôt pilier 2. Il faut que je regarde s'il y a eu des réorganisations pré-acquisition pour comprendre si je peux avoir un impact pilier 2 en lien avec ces réorganisations. Il faut que je regarde bien la valeur de mes attributs fiscaux, puisque je peux avoir des règles pilier 2 qui peuvent diminuer cette valeur, et donc il ne faudrait pas que je paye pour ces attributs fiscaux un prix qui n'est pas approprié par rapport à l'économie fiscale dont je vais réellement bénéficier, même si, évidemment, côté vendeur, on aura beau jeu de vous dire que c'est votre problème potentiellement. Sur la structuration, il faut que j'ai bien en tête l'arbitrage asset deal versus share deal. Il faut que je l'ai en tête sur le TEI du cédant, c'est-à-dire est-ce que mon cédant a un inconvénient pilier 2 à structurer plutôt en asset deal qu'en share deal ou pas. Il faut que j'ai en tête au niveau de l'acheteur, notamment par rapport au point que je faisais à l'instant sur la réintégration des impôts différés passifs relatifs à l'amortissement des incorporels. C'est pareil quand je suis en acquisition de titres qui sont traités comme une acquisition d'actifs aux États-Unis, donc les fameuses 338 elections ou l'acquisition d'entités qui sont disregarded comme des LLC. Voilà. Il faut que je tienne compte de ma position future pilier 2 pour regarder les attributs fiscaux, mais c'est ce que je venais de dire. Si je dois faire des réorganisations post-acquisition, j'ai certaines options auxquelles il faut que je réfléchisse dans pilier 2, mais c'est un peu technique. Mais il y a des options pour faire en sorte qu'au sein d'un groupe fiscal, toutes les opérations soient neutres. Euh, si j'ai beaucoup d'opérations qui ne rentrent pas dans les clous de pilier 2, que j'anticipe en post-acquisition pour faire mon intégration, eh bien, peut-être qu'il faut que je regarde ça. C'est quelque chose à considérer. Dans la documentation d'acquisition, il faut bien que je comprenne les enjeux pilier 2 de mon closing account versus lockbox. Donc, bien comprendre qui paye quoi.
il faut bien que je comprenne comment je suis indemnisé sur mes problématiques, sur les périodes pré-acquisition sur la pilier 2, et que ce soit sur les risques ou sur les coûts. Et notamment en cas d'acquisition partielle, où je vous disais l'accès à l'information est compliqué, et donc il est probable que ce soit principalement contractuel, donc il faudra une clause un peu béton sur pilier 2 en cas d'acquisition partielle. Et voilà, après, il y a des problématiques spécifiques qu'on n'a pas développées ici sur les investissements minoritaires, puisque quand j'investis de manière minoritaire, je peux me retrouver embarqué par les conséquences pilier 2 de mes co-investisseurs. Et donc, j'ai besoin d'avoir un mécanisme qui me permet de me neutraliser cet effet-là. Et voilà, j'ai certaines actions pilier 2 qui peuvent être intéressantes pour le vendeur qu'il faut étudier. Donc, voilà pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est vrai qu'on a laissé un peu de temps pour les questions, mais Jean-Laurent, un grand merci parce que vous avez réussi à démythifier quelque chose d'horriblement complexe. Merci beaucoup pour ces éléments. Je voulais revenir. Bon, on voit qu'il faut anticiper tous les effets futurs, mais également anticiper les effets des éventuelles réorganisations déjà passées. Vous avez parlé de clauses d'indemnisation. Est-ce qu'il est effectivement envisageable de négocier des clauses de garantie d'actifs et de passifs efficaces sur pilier 2? oui, bah, à hauteur à hauteur du crédit du vendeur, sous cette réserve-là, oui. Je pense que maintenant, après une première période un peu de tâtonnement, je pense que les conseils aujourd'hui sont assez rodés pour rédiger la clause de garantie sur pilier 2, qui effectivement, souvent, notamment en acquisition partielle, c'est peut-être important de la mettre au premier euro, hein, de ne pas faire en sorte qu'elle soit soumise au plancher, au plafond des autres indemnisations. Donc c'est une garantie spécifique. Elle n'est pas dans le cadre des représentations classiques fiscales, puisque finalement, on n'a pas pu faire de diligence complète dessus. Si on a pu faire des diligences complètes, alors à côté vendeur, ça fait sens de négocier que ce soit une représentation classique, mais sur pilier 2. En revanche, côté hacker, si on n'a pas pu faire de diligence parce que tout simplement le vendeur n'a pas voulu vous donner accès à l'information, qu'il ne voulait pas vous donner des informations qui sont quand même assez cruciales sur la profitabilité de l'ensemble de son groupe, etc., alors bah, nécessairement, la conséquence de ça, c'est une garantie spécifique avec indemnité au premier euro, puisqu'il n'y a pas eu de diligence et que quelque part, c'est un angle mort complet au niveau de la CA. Donc, Ça couvre bien le passé, sur le futur, on peut s'en prendre qu'à soi, quoi. le futur, bah, le vendeur aura beau jeu de vous dire que c'est un peu votre problème, sauf à ce que le périmètre cible soit en tant que tel dans pilier 2. Évidemment, c'est pas la même chose si le futur, c'est effectivement vous qui faites rentrer la cible dans pilier 2, ou si, en fait, par exemple, dans le cas on va dire, le cas des actifs, je me retrouve à hériter des problématiques liées aux amortissements d'incorporel. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je peux me retrouver même en share deal à avoir une problématique liée à ça. Donc ça, il faut être un peu vigilant. Et pour le futur, malheureusement, il y a aussi cette concurrence, on va dire, qui n'est pas totalement égale entre fonds d'investissement et corporate, où les fonds d'investissement, sur une cible qui n'est pas dans le pilier 2, vont pouvoir la maintenir hors de pilier 2 jusqu'à ce qu'elle atteigne 750 millions d'euros, ce qui, sur le marché des LBO, commence à être une taille quand même assez significative. Et donc, il y a quand même, pour les corporates, un inconvénient dès lors qu'on a une structure optimisée, puisque il y a une dysynergie naturelle à l'acquisition d'un groupe non soumis à pilier 2 par un groupe soumis à pilier 2, dès lors que le périmètre acquis est fiscalement optimisé. Bon, après, faut relativiser, hein. Le taux standard dans la plupart des pays développés, c'est 25%. On est quand même assez loin des 15%. Mais il y a nécessairement des usual suspects. Donc, vous allez avoir les entités qui profitent massivement des patent box. Donc, en France, je vous rappelle que c'est 10% avec le 238. Vous avez certains secteurs qui sont dans des pays
fiscalement optimisé. Alors, il y a évidemment les entreprises du numérique qui peuvent être très présentes en Irlande, où on est à 12,5, mais avec une MTT. On a des choses plus spécifiques avec des entités à Malte qui bénéficient de taux très avantageux. Donc là, c'est sûr que la dysynergie sur une structure très optimisée va être très importante pour le groupe hacker. Et là, malheureusement, il n'y a absolument rien à faire puisque Pilier 2 s'applique de manière mécanique. Il n'y aura pas de solution magique pour éliminer l'effet post-acquisition. Il faut simplement l'avoir correctement anticipé. Oui, d'accord. Au-delà des problèmes politiques, concrètement, vous voyez des difficultés particulières lorsque vous acquérez une société, lorsque l'acquisition porte sur une société américaine ou implantée de façon majoritaire aux États-Unis? Oui, alors les problématiques spécifiques liées aux États-Unis, c'est notamment les problématiques de révélation des actifs dont je parlais, puisque les États-Unis, c'est un des seuls pays au monde à permettre de faire des share deals qui sont traités comme des asset deals, avec un marché quand même très mature sur euh, le côté inconvénient pour le vendeur qui est rétrocédé, enfin pour lequel l'avantage fiscal de l'hacker est quelque part euh, permet de compenser le vendeur, donc avec des compléments de prix pour en tenir compte. Et donc là, si on tient pas compte des impacts piliers 2 par-dessus, ça on le voit, on peut arriver à des choses qui sont quand même assez défavorables. Donc là, il faut être vraiment très vigilant. Ça, c'est une problématique spécifique aux États-Unis. Et après, il y a une complexité supérieure lorsqu'on est sur un périmètre acquis américain, surtout s'il y a des filiales non américaines dessous, puisque en tant que tel, les règles américaines sont compliquées, notamment Guilty, Subpartef, les règles de CFC de manière générale. Et là, on va rajouter une surcouche pilier 2 qui ne va rien simplifier. Et donc, faut vraiment être en mesure de comprendre l'impact, ce qui n'est pas toujours évident, surtout pour anticiper si on va réellement avoir un impôt complémentaire ou pas. Euh, Maintenant, euh, je ne vais pas, enfin, je vais pas peindre un tableau trop noir. Euh, Pilier 2 aujourd'hui, pour la plupart des groupes français, c'est des impacts relativement marginaux. Ok, c'est un impôt périphérique. L'effet est amplifié par les mesures de sauvegarde transitoires où, en plus, on ne calcule les règles que sur un certain nombre de pays. Mais je ne suis pas persuadé que si on appliquait les règles complètes à l'ensemble des pays, ça changerait massivement la donne. Donc, on est sur quelque chose d'assez marginal. Et donc, du coup, en principe, à l'acquisition, si on est sur une acquisition d'un groupe complet, les choses devraient aussi être assez marginales. Là où il faut se méfier, c'est sur les acquisitions partielles. Bah, évidemment, là, je parle des groupes classiques, je ne parle pas des groupes suroptimisés, hein. Et sur un groupe classique, c'est assez marginal. Là où il faut se méfier, c'est sur les acquisitions partielles, parce que si jamais on achète la mauvaise entité, potentiellement, elle peut avoir hérité de l'effet marginal, mais qui n'est pas du tout marginal pour elle. Et donc, si on a cette mauvaise entité, c'est là où il faut être très vigilant et se garantir efficacement. Et le problème, c'est effectivement sur les acquisitions partielles, on ne peut pas toujours savoir si on a acheté la mauvaise entité ou pas, d'où l'importance de la garantie contractuelle. Oui, oui, d'accord, c'est très clair. Oui. Peut-être pour terminer, un petit point pour revenir sur ce que vous nous présentiez d'entrée de jeu, les problématiques politiques. Donc, je comprends en fait qu'on a deux grandes séries de problèmes. D'abord, les mesures de rétorsion, et puis ensuite, les problèmes liés à la concurrence fiscale qui désavantagent vraiment profondément les entreprises européenne. Sur les mesures de rétorsion, donc, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et sur la deuxième problématique, est-ce que vous avez commencé à évoquer des pistes de réflexion, mais je comprends que toutes impliqueraient en fait une modification de la directive. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça? Bah, c'est un peu la grande question. Les mesures de la torsion, c'est un outil pour l'administration fiscale, enfin pour l'administration, pour le gouvernement américain, l'administration Trump, pas l'administration fiscale, pour mettre la pression sur les négociations vis-à-vis de l'OCDE. Euh, Nécessairement, tout dépend de la rapidité des résolutions,
vu qu'on est sur un calendrier 1er janvier 2026, qu'il y a une volonté politique de résoudre ça avant la fin de l'année, ben, peut-être que ça verra jamais le jour. Pour autant, je pense qu'à date, l'important, c'est de simuler, c'est de comprendre les enjeux pour les groupes. A priori, l'enjeu important, c'est pas la retenue à source, ok, parce que la retenue à source, ça se contrôle un petit peu. On peut gérer le timing des distributions de dividendes, surtout qu'on pense que c'est un effet transitoire puisque c'est lié à une négociation. L'enjeu, il est plutôt lié à la base erosion tax, puisque généralement, quand on est un groupe français, quand on a des filiales aux États-Unis, il y a quand même un certain nombre de flux intra-groupes. Comme à une époque, il y avait un projet de mesure de rétorsion où 50% des achats enfin, des cost of goods sold, hein, achats de marchandises, produits finis, etc., devaient être réintégrés, parce qu'aujourd'hui ils sont exclus, mais ils devaient être réintégrés. Du coup, c'était absolument apocalyptique en termes de conséquences sur la base erosion tax et son montant. Ils n'ont pas retenu ça dans la proposition du One Big Beautiful Bill. On est juste sur la SCM et sur les choses qui ont été soumises à retenue à source. Néanmoins, sur tous les business de services sur lesquels on peut imaginer qu'il y a beaucoup de flux intra-groupe entre la France et les États-Unis, les impacts peuvent être très conséquents. Donc, pour tous les gens qui sont dans le numérique ou dans les services, il faut être très vigilant, il faut évaluer les impacts pour soi-même mettre la pression à ces organisations patronales pour qu'il y ait une résolution sur pilier 2, sachant qu'il y a un intérêt convergent, on va dire. C'est quand même utile, bon, déjà de savoir si jamais on a, on va dire, un impact significatif, mais c'est utile de montrer un impact significatif pour expliquer à ces organisations de lobbying qu'on a un impact significatif, pour dire, comme on a un impact significatif, il faut absolument trouver une solution à pilier 2, il faut absolument qu'il y ait une solution politique qui ressorte de tout ça, ce qui permet potentiellement que ces mesures de rétorsion ne voient jamais le jour, et potentiellement aussi d'avoir une solution politique à pilier 2 qui non seulement protège les États-Unis, ce que les États-Unis veulent, et si les États membres de l'Union européenne sont un peu matures, les conduisent aussi à trouver une solution favorable aux entreprises de l'Union européenne. Donc normalement, il y a un cercle vertueux qui est enclenché pour avoir des règles PI 2 qui soient plus souples. Maintenant, voilà, la négociation à 27, c'est compliqué. Euh, c'est difficile de prévoir aujourd'hui l'atterrissage. J'ai parlé des pistes de réflexion, notamment sur une mesure de sauvegarde avec un taux effectif d'impôt mondial. Ça fait partie des choses qui sont mises en avant. Euh, En plus ou à la place, il peut y avoir, et ça c'est ce que tout le monde réclame, une pérennisation des mesures de sauvegarde transitoires. Donc les trois tests dont on a parlé tout à l'heure, voir une version complétée de ces règles, justement pour éviter, par exemple, les effets défavorables sur les cessions de titres ou certains effets sur les déficits fiscaux non reconnus qui peuvent conduire à une sortie des mesures de sauvegarde transitoire qui n'est pas vraiment justifiée par un intérêt supérieur pilier 2. Donc, vraiment une sorte une- quelque part, une sorte de fixe, hein, une sorte de patch correctif aux règles pilier 2 qui permettent vraiment de faire en sorte que ces règles s'appliquent uniquement aux entreprises les plus agressives, tout en laissant, entre guillemets, tranquille la majorité des entreprises de l'Union européenne pour essayer soit d'éliminer, soit d'amoindrir cet effet de concurrence fiscale défavorable dont on parlait tout à l'heure. Mais écoutez, un grand merci, Jean-Laurent. On va rester très vigilants, très en veille sur tous ces sujets, évidemment, puisque c'est dans les mois prochains que tout va se jouer, en fait. Je vous rassure tous, vous aurez accès au support très intéressant que Jean-Laurent vient de nous présenter, où on va vous l'adresser comme toujours à l'issue de cette conférence. Mille merci, vraiment, vous avez été très pédagogue et ce support est parfait, complet et très clair. Mille merci à vous. À tous, je vous souhaite d'excellentes vacances parce que nous n'allons pas nous revoir avant le mois de septembre désormais.
bon été et merci de votre fidélité. Un grand merci Jean-Laurent et merci Merci Anise. beaucoup, merci à tous.